Vous êtes-vous déjà demandé si les progrès en sport étaient compatibles avec le plaisir ? Eh bien moi, ça me questionne. Sportif amateur ou de haut niveau, on a souvent en tête que pour performer, il est nécessaire de passer par des efforts saupoudrés de douleur. Mais le bien-être et le plaisir dans tout ça. Yancy Dufour, préparateur mental, nous livre ses outils pour préserver notre bien-être tout en boostant nos capacités physiques. Vous avez une question ? On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon. Bonjour Yancy. Bonjour Céciliane. Merci d'être venue à moi. Avec plaisir. Il fait beau aujourd'hui, c'est agréable. Ouais. J'ai choisi de t'inviter parce que, déjà tu es mon prof, t'es un ancien prof, ouais. De psycho à la faculté des sports de Lille. C'est encore le cas ? C'est encore le cas. Et en fait, tu as écrit un livre, Performance et bien-être, 10 outils fondamentaux. Le bien-être et la performance, c'est des sujets qui me sont chers et j'avais envie de l'aborder avec toi. Tu es également préparateur mental. Oui. Avec des joueurs, tout est dans le football, toi. Principalement le football. Ouais. T'as d'autres sportifs ? J'ai longtemps fait tous les sports, sauf le foot. C'était le sport où je pensais ne pas aller. Et j'ai fini avec que des joueurs de foot. Qu'avec des joueurs de Ligue 1 et des joueurs d'équipe de France. Et je suis à fond dans le foot. Et là, je suis actuellement au LOSC à temps complet avec la cellule préparation mentale du LOSC. Super. Pour la formation, c'est ça ? Principalement pour le centre de formation et puis pour les joueurs pros qui le souhaitent. Qui en ont besoin. Ouais. Toi, tu es un sportif aussi ? Oui. C'est quoi ton sport de prédilection ? Alors au départ, moi j'étais judoka au niveau national, c'était vraiment mon sport de prédilection à haut niveau. Ensuite, quand j'ai stoppé pour les études, parce que j'étais déjà dans la logique perf et bien-être et je sentais qu'il fallait pas... Comme j'avais des capacités scolaires, je m'étais dit il faut un équilibre. J'ai arrêté le judo, je me suis mis au rugby. Finalement, j'ai fait de manière intense et je me suis retrouvé dans une bonne division, capitaine de mon équipe. Donc je me suis dit, il faut que j'arrête ce sport pour en faire un où ça n'ira pas. Et je me suis mis à la course à pied parce que là, je me suis dit... Il faut que je fasse un sport où je suis nul. Où j'ai pas envie d'aller vers le haut niveau. Et je me suis mis à la course à pied, c'était chouette. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai monté en puissance et j'ai fini par faire des ultra-trails et je continue. Et j'en ai une grosse épreuve bientôt en perspective. Ok. Ouais. Et ce livre, tu l'as écrit, tu me l'as dit tout à l'heure en après avoir fait la Diagonale des Fous. Oui. La naissance, c'est ça. C'est ça. Tu nous parles de performance, de bien-être et tu nous livres 10 outils. Et pour commencer, j'aimerais que tu me dises, parce que pour moi, c'est pas une évidence, mais est-ce que la performance et le bien-être sont compatibles ? Alors, pour nous, à nos yeux, psychologue du sport, préparateur mentaux, c'est totalement compatible et c'est ce qu'on recherche dans l'accompagnement. Bien évidemment, après, quand on est sollicité par les structures, eux, ils sont que sur la performance et nous, quand on va rencontrer les sportifs et les structures, on va aller dans leur sens, on est sur la performance. Donc, on peut performer sans bien-être. C'est plutôt des perfs qui vont être à court terme. Nous, l'idée, c'est que si on veut un athlète qui dure dans le temps et qui vive bien sa carrière, c'est de faire ce travail de bien-être de manière assez intense, mais peut-être pas en premier quand on va l'aborder, plutôt en second. Et en fait, on se rend compte que plus l'athlète est bien dans ses baskets, plus il performe. Donc nous, à nos yeux, c'est plutôt le facteur numéro 1. On le vend pas comme facteur numéro 1, on le vend comme facteur numéro 2. Mais c'est pour à la fois l'aspect longévité et puis aussi bien vivre sa carrière, parce qu'on a des sportifs qui ont fait des longues carrières en n'étant pas épanouis, comme Agassi au tennis, comme Marie-Josée Pérec en athlétisme, qui était souvent dans la souffrance lors des départs. C'est assez culturel, j'ai l'impression, quand on veut performer, de se faire mal, en fait. De se dire, c'est l'effort qui est récompensé et donc il faut souffrir un minimum, quoi. Ouais, alors ça, c'est une thématique super intéressante sur laquelle je travaille beaucoup, parce que... je te rappellerai pour cette thématique en particulier. En fait, la souffrance, moi personnellement, je vais pas la voir comme un élément de mal-être. C'est-à-dire que si on revient sur, par exemple, l'aspect neurosciences, quelqu'un qui va jamais toucher à la souffrance, ou dit autrement, qui est toujours dans le plaisir, par exemple, ça va être principalement de la dopamine, qui est intéressant pour le bien-être, mais la dopamine a un effet plutôt à court terme et qui se fait d'ailleurs quand il y en a un peu trop au détriment de la sérotonine, qui est vraiment l'hormone du bien-être. Et l'hormone du bien-être, la sérotonine,
sérotonine, on va plutôt l'avoir quand on va aller chercher des objectifs difficiles, qui ont du sens à nos yeux, qui sont importants, mais qui demandent donc un petit peu de souffrance. D'effort, de souffrance et d'adaptation, en fait. Ouais, et c'est pour ça que la souffrance, moi, scientifiquement, elle est pas incompatible avec le bien-être. Du moment qu'elle est consciente et choisie et qu'il y a du sens derrière ça, l'objectif final, quand il est atteint après cette souffrance, est quand même très intéressant pour le cerveau, quoi. Donc une histoire de perception aussi, certainement, de ce moment-là. Intéressant. Dans ton livre, tu nous proposes 10 outils. On y retrouve des notions qu'on a déjà pu aborder dans la chaîne, notamment dans les épisodes de préparation mentale ou de la gestion de l'échec, ou encore dernièrement avec Antonin Givre sur l'anxiété de performance, où il nous parle de la respiration. Le contrôle de la respiration, toi, c'est ton 5e outil. La méditation, on en a parlé aussi ensemble. Et le dialogue interne. Bon, on ne va pas tous les faire parce que je pense qu'on mettrait plus de temps, mais il y a des outils qui m'ont intriguée. C'est le 8e outil, la communication non verbale. En quoi cet outil-là, la communication non verbale, peut favoriser le bien-être du ou de la sportive ? Alors c'est pas l'outil qu'on va travailler le plus dans les 10 outils. Cet outil, il est rangé dans l'ouvrage et puis dans la recherche, dans les outils comportementaux. C'est-à-dire qu'on passe pas par le physiologique, on passe pas par le cognitif. Ce sont nos comportements qui vont influencer à la fois notre cerveau et l'environnement. Donc là, on est dans une démarche scientifique où pendant très longtemps, on considérait que notre personnalité, notre façon d'être agissait de manière descendante sur nos comportements. Donc si je suis timide, introverti, si j'ai pas confiance en moi, je vais avoir les épaules rentrées, je vais regarder vers le bas, mon regard va être fuyant, etc., etc. Et on s'est rendu compte que on pouvait travailler les comportements pour agir sur le cerveau, donc de manière ascendante. Ça veut dire faire un mouvement qui va favoriser un comportement. Voilà, donc par exemple si je me force à me redresser, à ouvrir le buste et à vraiment avoir un regard posé, indirectement, j'influence ma confiance en soi. Et donc, c'est le comportement qui agit sur le cerveau. Alors qu'on a toujours eu cette représentation que c'est un lien esprit-corps. Et là, on va montrer vraiment le lien corps-esprit. C'est-à-dire, j'agis sur le corps pour agir sur l'esprit. Donc, pour traduire ça très rapidement sur le terrain, ça va être, on va travailler le langage corporel quand on va rentrer sur le terrain face à l'adversaire. On va aussi s'influencer je crois que dans l'ouvrage, je donne cet exemple-là en course à pied, sur le fait de sourire en courant. Oui. Et en fait, l'idée, c'est à la fois je trompe un peu mon esprit. J'aime bien cette notion-là, de duper le cerveau. Voilà. Et puis, mais finalement, je le dupe bien. Je le dupe exactement comme j'ai envie. J'y crois. Et donc, cette façon de le duper, c'est mon cerveau se fait avoir, mais je fais aussi avoir mon environnement, quoi. Et donc, par exemple, dans un sport individuel, si on est en combat, je peux donc faire croire quelque chose à l'autre. Si on va transférer après la vie de tous les jours, je passe un oral, je peux faire croire que tout va bien. Alors qu'intérieurement, mon cœur bat très vite, ma respiration est accélérée, j'ai besoin de la respiration. Comme là en ce moment, t'es hyper stressé, mais ça se voit pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un contrôle de soi comportemental. Et en fait, dans le fonctionnement du cerveau, plus notre cerveau a cette impression de contrôle, moins il est stressé. Donc si là je tends les bras et que ma main ne tremble pas, je suis en train de contrôler. Voilà, je suis en train de contrôler mon non-verbal et c'est un petit élément de la gestion du stress. Bien évidemment, il y a d'autres choses. Si je me sens pas compétent dans le fait d'échanger avec toi, c'est sûr que ça risque d'être une source de stress. Mais si dans l'échange, je me sens compétent et qu'en plus corporellement, physiologiquement, si j'additionne tous ces outils-là, il y a de grandes chances que mon cerveau utilise tout va bien. Tout va bien. C'est tromper son esprit, rassurer son cerveau, tout va bien. Tout va bien, et puis c'est même après c'est démontré scientifiquement, c'est-à-dire que si je reviens sur posture de confiance en soi, quand je prends une posture de forte confiance en soi pour le sportif, parce que là nous on cherche la performance, on va augmenter le niveau de testostérone. On va réduire le niveau de cortisol. Le testostérone, c'est la confiance en soi. Le cortisol, c'est le stress. Et donc, c'est plutôt des éléments quand même favorables pour la performance. J'avais entendu parler de postures comme ça qui favorisaient la sécrétion de testostérone. Les bras ouverts en V vers le ciel pendant 5 minutes.
Alors je me suis retrouvée à faire ça avant un entretien dans les toilettes, bras ouverts, en me disant bon bah c'est une posture d'ouverture, de gagnant, de gagnante en fait. Et c'est vrai qu'on voit tous les sportifs qui terminent une course, c'est ça qui arrive. C'est ce genre de mouvement d'ouverture. Ils n'arrivent pas à tout fermer. Oh, j'ai gagné. Et il y en a d'autres, je pense, des postures d'ouverture ou des postures clés. Mais après, moi, l'idée, c'est que c'est pas tant la posture et le comportement qui m'intéressent par rapport à la petite démonstration que je viens de faire scientifique. C'est qu'en fait, je me donne un objectif dans ma prestation, qu'elle soit à l'oral, dans le sport, et je vais être concentré sur cet objectif. Donc si je me suis fixé d'avoir telle posture, finalement à l'instant T dans mon épreuve, je suis focus sur quelque chose que je contrôle, mon comportement, et je suis pas focus sur quelque chose que je ne contrôle pas. Et moi c'est plus cet aspect-là qui m'intéresse que est-ce que scientifiquement, réellement, il y a une grosse élévation de la testostérone, une diminution de cortisol. Je suis pas certain que ce soit le facteur le plus intéressant. C'est l'idée d'être focus sur quelque chose que je contrôle et qui, à mes yeux, est favorable à la performance. D'ailleurs, dans ton livre, tu parles énormément de l'instant présent, de la pleine conscience. C'est pour ça que tu reviens sur la technique de relaxation, la méditation. Je suppose que le dialogue interne et l'imagerie mentale, ça aide aussi à s'ancrer dans le moment présent. Pourquoi c'est intéressant d'être focus sur le moment présent et pas penser passé ou avenir quand on veut performer en sport ? Il y a plein d'intérêts à utiliser la méditation, mais là, dans la façon dont tu décris, et c'est celle que je préfère moi, chez les sportifs, c'est vraiment utiliser la méditation pour l'attention. Ce que je venais de dire un peu sur le contrôle des comportements, c'est-à-dire que si je suis vraiment à l'instant T, puis que je suis focus sur tous les stimuli que j'ai décidé d'observer, qu'ils soient externes ou internes, je suis focus mais sans jugement. Donc je suis en pleine action, je suis hyper efficace parce que je vais capter toutes les informations dont j'ai besoin pour réussir ma performance. Mais comme il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interprétation, je ne peux pas partir dans des pensées négatives, dans des interprétations qui seraient défavorables à ma performance. Et donc ça va être vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment la méditation au service de la concentration. Ça, c'est le point essentiel. Après, ça n'empêche pas que de temps en temps, dans le cas de la performance, il faut sortir de cette méditation pour porter un jugement, pour analyser, etc. Mais cette analyse, elle est décidée. Elle n'est pas subie. Et donc, je suis dans le contrôle de ma perf. Bon, tout ce livre s'adresse principalement aux sportifs et sportives de haut niveau. Malgré tout, il y a un moment où tu parles de routine de performance et tu nous décris ta propre routine, mais quotidienne. Est-ce que tous ces outils sont adaptables, transférables à la vie quotidienne ? C'est clair que l'outil routine de perf, c'est un outil que moi j'aime bien développer. Dans tous les suivis en préparation mentale, ça va être un petit peu ma petite touche personnelle. C'est que chaque accompagnateur de performance a une sensibilité qui va faire qu'il va plutôt orienter vers tel outil ou tel autre outil. Moi, je suis très cognitif, avoir les bonnes représentations, mais aussi très routine de perf et concentration. Et donc la routine de perf, c'est vraiment l'idée je reviens sur être focus. Maîtriser les choses. Maîtriser les choses. Et cette notion-là, elle peut faire peur parce qu'il y a un côté qui peut, à la fois par exemple, qui peut paraître militaire, discipline, hyper contrôle, mais c'est pas cette idée-là qu'il faut avoir derrière l'outil. Nous, ce qu'on sait d'un point de vue de la recherche, c'est que notre ADN a besoin de structure. Pour donner un exemple, je vais partir un petit peu sur les rythmes biologiques pour faire le parallèle. Parce que les rythmes biologiques, c'est le 7e outil. Voilà, mais ça va un peu de ces deux paires. Si on prend quelqu'un qui fait un travail posté, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi, 2 fois le soir, on sait clairement qu'il aura des conséquences physiologiques et psychologiques de ce travail qui est une désynchronisation constante. De son rythme biologique. Notre cerveau a besoin d'avoir un fonctionnement régulier qui se répète, sans forcément un cadre rigide, mais qui est une structure. Et il aime bien ça le rassure, ça le met aussi dans une bonne disposition physique et mentale. Et donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai découvert l'outil routine de performance dans le monde du sport, je l'ai agrandi au cadre de la journée, au cadre de la semaine, de l'année. Et j'y suis allé en effet sur des routines parfois hygiéniques, parfois vie pro, vie perso, etc. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien dans l'accompagnement.
J'ai eu pas mal d'interventions en entreprise où on m'avait donné les 250 salariés à suivre pendant plusieurs années. J'avais choisi, lors de cet accompagnement-là, cet outil-là comme outil principal. Et on s'est rendu compte avec le chef d'entreprise que ça avait eu un gros impact en termes de bien-être chez les salariés. Et donc ça m'a encore plus convaincu. C'est-à-dire que c'est à la fois très intéressant pour nous, la perf pure, concentration, être focus sur ce qu'on est en train de faire et qu'on a décidé de faire, mais aussi sur ce côté transférable à la vie de tous les jours, au quotidien. Enfin voilà, c'est vraiment un outil que moi j'apprécie beaucoup. Mais est-ce que c'est pas un peu... quand tu es routinier comme ça, c'est pas te mettre un peu en difficulté lors de changements importants? Alors, c'est vraiment l'impression qu'on pourrait avoir, hein, et c'est normal ce genre de remarques. Alors, j'ai oublié de dire aussi, j'enseigne cet outil-là dans des boîtes de formation pour psychologues et psychiatres, parce qu'ils sont pas habitués à ce genre d'outils. D'accord. Et souvent, c'est leur premier réflexe, quoi. Ça va être, mais elle est où l'originalité, et comment on fait pour l'adaptation, c'est pour etc. les vieux, ça. Voilà. Et c'est vraiment ce qui est logique, parce que c'est le mot routine qui a cette connotation-là. Moi, j'ai mis le mot routine parce que ça vient du terme routine de performance qu'on utilise, par exemple, quand on tape une pénalité au rugby, etc. Mais c'est pas le mot routine, monotonie, pas du tout ce sens-là. C'est avoir un cadre régulier. Enfin, je prends un exemple. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Un exemple concret peut aider. Par exemple, si là, nous, on rentre en interaction, quand tu es arrivé, la norme, quand on communique, c'est on dit bonjour, là, nous, on s'est fait la bise, il y a un sourire, on parle de choses et d'autres avant d'aller dans le dur du sujet. Il y a un cadre qui est commun. Et quelqu'un qui ne connaît pas le cadre, qui sort du cadre, il rate quelque chose dans son interaction et souvent sa communication elle est ratée. Donc c'est juste un cadre de référence. Et donc nous on sait par exemple pour le cerveau que le matin, il y a des choses qui sont positives et d'autres qui sont néfastes. Par exemple, le silence le matin est très intéressant. Le fait d'avoir un temps pour soi le matin est très intéressant. Inversement, comme on parlait étirement tout à l'heure, les étirements passifs le soir vont être très intéressants pour le corps, pour récupérer physiquement, mais aussi pour récupérer mentalement. Donc ça, c'est un cadre qu'on pourrait donner, mais qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si on le fait pas tous les jours, il n'y a pas mort d'homme. Mais mine de rien, ce cadre est très intéressant pour la santé physique, mentale. Et donc l'idée, c'est plus mon cadre est bien construit, plus je le répète, plus je me fais du bien physiquement, plus je me fais du bien mentalement, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc c'est un cercle vertueux. Vertueux qui est très très quand même intéressant. Ce que j'aime bien dans ton livre aussi, c'est que tu évoques le Miracle Morning, et tu reprécises quand même que l'auteur de ce livre a une volonté de productivité, et toi tu reviens sur le fait que la routine c'est surtout pour le bien-être. Pour le bien-être. C'est principalement ça qui est intéressant. Et puis pour enlever le côté un peu peut-être monotone de la routine, c'est changer sa routine régulièrement. Donc à un moment donné, je sais pas, on va tenter j'ai mis dans le bouquin peut-être la douche froide, et puis après quand on a fait 3-4 mois la douche froide, on va changer d'outil. Le fait de changer, le fait de s'amuser aussi avec ses routines, va permettre l'adaptation, parce que c'est quand tu disais on pourra avoir peur du manque d'adaptation. En fait, moi ce que je constate dans l'accompagnement, c'est que plus les gens sont performeurs, plus ils ont des routines très très structurées, et moins ils sont dépendants de leur routine. C'est-à-dire que ils ont tellement bossé leur contrôle du physique et du mental qu'ils vont très bien. Comme ils vont très bien, s'il n'y a pas de routine, il n'y a aucun problème. Parce que leur cerveau sait que il a déjà fait plein de choses, il sait faire plein de choses, il sait s'adapter à plein de choses. C'est pour ça que c'est pas antinomique, quoi. On pourrait vraiment penser, il y a une notion, on pourrait dire hyper-contrôle, on va dire, s'il y a de l'hyper-contrôle, il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas de lâcher-prise. Non, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Il suffit d'appuyer sur le bouton adaptabilité et lâcher-prise, qui peut faire partie de la routine. J'ai dans mon fonctionnement quotidien des moments d'hyper lâcher-prise et d'adaptabilité. Est-ce qu'on pourrait résumer que s'accorder du temps, c'est ça qu'il faut retenir, s'accorder du temps, ça peut permettre de favoriser notre bien-être et donc de progresser dans n'importe quelle pratique, finalement. Ouais, là, je suis entièrement d'accord. Enfin, pour revenir sur l'entreprise, par exemple, c'était la plupart du temps, moi à l'époque où je faisais entreprise et sport, et dans l'entreprise c'était la montée du burn-out, la clé de la réussite c'était apprendre aux gens à retrouver du temps pour soi. Et à partir du moment où ils se redonnaient du temps pour eux,
finalement ça allait mieux dans leur cerveau, donc ils étaient un peu plus aptes à bien communiquer avec les collègues au travail, à gérer des ordres qui se répètent et qui changent tout le temps. Donc c'est vraiment le temps pour soi, le fait de s'occuper de soi, qui étaient des facteurs clés. Dans une routine, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que si je me mets en place une routine, ça veut dire que volontairement, j'ai choisi de me faire plaisir. De t'occuper de toi. De m'occuper de moi. Super. Eh bien, on pourrait encore parler des heures de ces notions. On peut vraiment faire le tour de plein d'autres sujets. Je vais inviter les auditeurs et les auditrices d'aller peut-être se procurer ton livre. Où est-ce qu'on peut le retrouver d'ailleurs ? Il est un peu partout sur tous les sites classiques. Il s'appelle Performance et bien-être, 10 vente. outils fondamentaux. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, te suivre un peu, suivre ton actualité ? J'ai une structure qui est le CROPS, qui est un centre ressources en optimisation de la performance et en psychologie du sportif. On a un site, www.préparationmentale.fr. Okay. Et là on diffuse pas mal d'informations, d'articles. On est toute une bande de préparateurs mentaux, psychologues du sport à essayer d'œuvrer pour le développement de la préparation mentale. Donc je dirais voilà, moi peut-être que je communique là, mais plus via mes collègues qui communiquent pour moi. Il n'y a aucun souci, mais au moins on peut suivre les avancées sur la préparation mentale. Ouais. Merci beaucoup Yancy. Mais avec grand plaisir, Céciliane. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. Ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et si vous en voulez encore, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires, je serai ravie d'y répondre.